Bonjour chers internautes. À la suite de vos nombreuses interrogations publiées sur les forums au sujet de l'ataxie cérébelleuse, nous avons décidé de consacrer notre capsule santé du jour à répondre à vos questions. Débutons maintenant avec une première question du public. Avant de débuter, il est important de savoir que l'ataxie n'est pas une maladie spécifique, mais plutôt un symptôme qui agit sur le corps humain. En effet, l'ataxie fait référence aux problèmes de coordination. C'est le cervelet qui est affecté lors de l'ataxie. Avant d'expliquer les lésions qui y sont associées, commençons par un bref aperçu de ce qu'est le cervelet. Le cervelet se situe dans la partie inférieure du cerveau, derrière le tronc cérébral. Le tissu nerveux du cervelet se divise en parties distinctes. En périphérie, on note la présence de substances grises qui est fortement repliée sur elle-même, formant le cortex cérébelleux. Dans la partie profonde, on parle de substances blanches. Celle-ci contient les fibres nerveuses myélinisées. À l'intérieur de cette substance blanche, il y a 4 noyaux composés de matière grise de chaque côté de la ligne médiane. Les cellules de Purkinje, situées dans le cervelet, sont des neurones qui ont un rôle cérébelleux très important. Elles sont les cellules efférentes du cervelet. Leurs arborisations dendritiques sont situées dans la couche externe et les corps cellulaires se situent dans la couche moyenne du cervelet. Pour ce qui est de la couche interne, c'est les axones des cellules de Purkinje qui y sont présentes. La cellule de Purkinje est la seule cellule efférente du cervelet et est en contact avec plus de 2000 neurones. Ces dendrites sont très ramifiées, ce qui permet de très nombreuses synapses. On les nomme cellules efférentes inhibitrices car elles envoient un signal inhibiteur sur les noyaux du cervelet et les noyaux vestibulaires. Lorsqu'il y a ataxie cérébelleuse, le système nerveux central subit une dégénérescence, plus précisément au niveau du cervelet, de ses zones anatomiques et de tous les nerfs qui y sont rattachés. L'atteinte du cervelet est caractérisée par une mauvaise coordination des muscles ainsi que des activités motrices volontaires défectueuses. En fait, les symptômes présents chez la personne dépendent de la zone lésée. Le cervelet est séparé en 3 parties, soit les 2 hémisphères et le vermis central. Lorsqu'on parle d'une atteinte du vermis central, il y aura des troubles d'équilibre statique. L'atteinte au niveau des hémisphères produira des troubles de la coordination des mouvements. Pour ce qui est du mouvement involontaire des yeux, celui-ci est dû à une lésion postérieure du cervelet. L'inactivité musculaire touche une grande majorité des parties du corps et de ses actions, soit les membres supérieurs et inférieurs, le tronc, le cou, la totalité de la main, la parole et bien plus encore. Elle a également un effet sur la marche puisque l'ataxie empêche d'accomplir des tâches automatiques de la vie quotidienne. À titre d'exemple, un manque d'équilibre peut être observé dans toute position pouvant être adoptée par une personne. Certaines régions spécifiques du système nerveux central ne fonctionnent plus normalement, ce qui crée un problème au niveau de la réception, de la transmission, ainsi qu'au niveau du traitement des informations. Dans certains cas, une lésion peut être observée dans la moelle épinière, venant alors stopper le traitement des données voulant se rendre au cerveau. Ces dernières créent une dégénérescence des cellules nerveuses, ce qui signifie qu'elles peuvent mourir et cesser complètement de fonctionner. Oui, en effet, un manque de coordination est un symptôme caractéristique de l'ataxie. De façon générale, l'ataxie apporte des symptômes qui semblent communs pour la majorité des types d'ataxie, comme des problèmes d'équilibre. La personne atteinte doit donc avoir une base d'équilibre plus large que la normale, ce qui l'aide à rester stable lors d'une période d'inactivité. Elle déambule de façon irrégulière, n'étant pas capable de maintenir une ligne droite. La démarche d'une personne ataxique peut donc ressembler à celle d'une personne en état d'ébriété. Le changement de direction est instable et difficile, se faisant donc dans un temps plus long que la normale. On dénote aussi des symptômes de troubles du langage. Les personnes atteintes d'ataxie doivent préparer leur prononciation, leur inspiration et leur expiration avant de prendre la parole. Ce processus leur demande tellement de concentration qu'ils peuvent en venir à oublier leur idée. Le langage n'est donc plus un automatisme. Les points de commotion chez l'oreille graphiée, puis dans les mois puis les années qui ont suivi cet accident, j'ai une couple de signes qui se sont présentés. Puis durant Certains troubles de déglutition peuvent être dénotés chez les patients atteints d'ataxie. Puisque le cervelet contrôle les mécanismes en lien avec la déglutition, une lésion de cette région située dans le système nerveux central amène une dysfonction de la bouche et de l'œsophage. Ainsi, les muscles responsables de la mastication et de la déglutition ont une atteinte motrice, pouvant donc causer l'étouffement. Les personnes ataxiques ont aussi une faiblesse au niveau du diaphragme.
Étant donné que celui-ci est le principal muscle de la respiration, cette dernière est plus difficile, menant jusqu'à l'essoufflement dans des patrons aussi simples que marcher, respirer et discuter avec autrui. Le cervelet ne remplit pas son rôle de pondérer les fonctions simultanément, d'où l'origine des troubles respiratoires. D'autres symptômes peuvent être observés, soit les spasmes musculaires ainsi que les troubles de mouvement oculaire par les saccades ou les tremblements de l'œil. Non, l'ataxie n'est pas contagieuse, elle se transmet plutôt de façon génétique. Ainsi, deux types de modes de transmission existent, soit récessif et dominant. Le gène de l'ataxie se situe sur un chromosome et détient l'information nécessaire à la production d'une protéine qui contient les acides aminés. Les ataxies héréditaires mettent en cause les protéines des mitochondries. Ainsi, un processus de dysfonction mitochondriale des cellules des muscles squelettiques amène une réduction de la production des mitochondries dans la cellule. Puisque cette dernière sert d'organe de respiration cellulaire et de transformation des aliments grâce à des enzymes augmentant la vitesse de réaction, le manque de mitochondries apporte de grands problèmes à la cellule. Ainsi, lorsque le nombre de mitochondries intracellulaires devient trop faible, un grand nombre de systèmes du corps humain se détruisent petit à petit. Pour le mode de transmission autosomique récessif, le gène en question se situe sur un autosome et la présence de deux allèles atteints de la maladie manifeste cette dernière. Dans le premier cas, lorsqu'un des parents est porteur du gène de l'ataxie et que l'autre est sain, l'enfant a 50% des chances d'être porteur et 50% des chances d'être sain. Il ne sera donc jamais malade. Dans le deuxième cas, lorsque les deux parents sont porteurs, l'enfant a une chance sur 4 d'être malade ou sain et une chance sur 2 d'être seulement porteur. Dans la troisième situation, si un parent est malade et que l'autre est sain, l'enfant sera sans aucun doute porteur. Dans le quatrième cas, un parent est malade et l'autre est porteur. 50% des enfants seront malades et l'autre 50% sera porteur. Finalement, lorsque les deux parents sont malades, l'enfant sera à coup sûr malade lui aussi. Dans la transmission autosomique dominante, le gène en question se situe sur un autosome et la présence d'un seul allèle atteint est nécessaire pour avoir l'ataxie. Ainsi, la présence d'un seul parent porteur donne 50% des chances d'avoir un enfant porteur et l'autre 50% des chances qu'il soit sain. Tout d'abord, pour le moment, il n'existe aucun traitement permettant la guérison des problèmes reliés à l'ataxie. Seuls les symptômes qui en découlent peuvent être traités. Toutefois, des séances de rééducation avec entre autres des orthophonistes et des physiothérapeutes sont offertes avec des personnes atteintes de troubles cérébraux. Selon les besoins respectifs de la personne, ces professionnels de la santé vont les accompagner dans la réalisation et l'accomplissement d'exercices spécialement conçus pour eux. Et, afin de maintenir les acquis et d'améliorer certaines fonctions, il est important que le traitement se fasse sur une période à long terme afin de favoriser l'apprentissage et la fréquence régulière des exercices. Maintenant, voici quelques exemples du rôle de l'orthophoniste auprès des personnes ataxiques. Donc, l'orthophoniste permet l'amélioration des mouvements respiratoires, la maîtrise du mécanisme de déglutition et des mouvements de l'écriture, le contrôle de l'articulation, du débit du langage, de la voix et des gestes de la main qui accompagnent le langage. Le rôle du physiothérapeute maintenant. Il va permettre de renforcer, d'étirer, d'assouplir les muscles, d'améliorer dans toutes les positions la posture et d'améliorer le patron de la marche. Et tout ça dans le but d'améliorer le système moteur, donc en d'autres mots, d'améliorer l'ensemble de l'état physique. Finalement, l'ergothérapeute a aussi un rôle à jouer pour aider les personnes ataxiques. En effet, à cause de l'évolution de l'ataxie, la personne éprouve de la difficulté à exécuter des tâches quotidiennes comme se vêtir, faire sa toilette, préparer ses repas. Les ergothérapeutes les aident donc surtout à conserver un mode de vie autonome. Et ils aident aussi ces personnes à demeurer dans leur logement ou résidence, à exécuter des tâches quotidiennes, à se promener, à travailler, à se divertir et à recevoir des soins personnels. Pour finir, voici quelques exemples d'interventions que peut apporter l'ergothérapeute. Par exemple, proposer des changements pour rendre la résidence plus accessible et sécuritaire, trouver des solutions pour minimiser la dépense d'énergie dans l'exécution de tâches quotidiennes et ainsi permettre à la personne d'avoir assez d'énergie pour effectuer d'autres tâches, recommander l'obtention d'aides techniques pour faciliter la mobilité et l'autonomie, et faire des recherches pour des services de soutien. Il est important de savoir qu'il existe d'autres types d'ataxie. Entre autres, il y a l'ataxie de Charlevoix-Saguenay, dont un individu sur 22 est porteur du gène dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Elle se caractérise par un gène défectueux sur la 13e paire de chromosomes dû à des mutations autosomiques récessives au niveau du gène SAX,
Les symptômes sont semblables à ceux de l'ataxie cérébelleuse, mais apparaissent en bas âge. Ensuite, il y a l'ataxie de Bose qui se transmet selon le gène codant SYN1. Elle se caractérise par une évolution très lente de la maladie qui apparaît dans la trentaine et qui n'a aucun impact sur l'espérance de vie. Pour conclure, il y a aussi l'ataxie de Friedreich. Elle se transmet sur la 9e paire de chromosomes, plus précisément sur le gène de la fractacine. Les symptômes sont très semblables à ceux de l'ataxie cérébelleuse, mais se caractérisent plutôt par une perte de réflexe. C'était votre capsule santé du jour, en espérant avoir répondu à toutes vos questions. À la prochaine!